J'étais la sœur de l'Alpha, la promesse silencieuse d'une lignée forte, jusqu'à la nuit de la tempête rituelle. Cette nuit-là, le blizzard mordait ma peau nue, mais le froid n'était rien comparé à la glace dans les yeux de mon propre frère. Sa louve est défaillante. C'est un fardeau silencieux, annonça Damien Lefebvre à toute la meute, sa voix tranchante comme un éclat de glace. Elle n'est plus l'une des nôtres. Il ne désignait pas une étrangère, mais moi, et Lara, sa propre sœur. Il me condamnait à mourir dans la neige, un sacrifice absurde à une tradition qu'il venait d'inventer pour se débarrasser de moi. Il pensait éliminer une faiblesse, une tache sur son honneur. Il ne se doutait pas un seul instant qu'en me jetant au loup, il venait de livrer sa future reine, son plus grand cauchemar, directement entre les mains de son plus puissant rival, le roi Alpha d'Argent. Mon histoire ne commence pas par un conte de fées, mais par une trahison glaciale. La meute, notre famille, m'a tourné le dos. Leurs regards, autrefois familiers, étaient devenus des miroirs froids de la cruauté de leur Alpha. J'ai vu ma meilleure amie baisser les yeux. Le bêta qui m'avait appris à chasser détournait la tête. La honte m'a submergé, plus violente encore que le vent glacial. Ma première transformation, ce moment tant attendu qui devait sceller ma place parmi eux, était devenu ma condamnation. Ma louve n'était pas une bête féroce et imposante comme celle de Damien. Elle était plus petite, d'un blanc presque spectral, et silencieuse. Elle ne hurlait pas sa puissance, elle l'observait. Pour mon frère, ce silence était une tare, une insulte à notre sang. Alors que le cercle de la meute se refermait, me laissant seul face à la forêt déchaînée, j'ai compris que les liens du sang n'étaient qu'une chaîne que le plus fort pouvait briser à sa guise. Mon crime n'était pas la faiblesse, mais la différence. Poussé dans la tempête, nu et humilié, chaque pas était une agonie. La neige s'infiltrait dans mes plaies. Le vent hurlait comme les fantômes de tous ceux que j'avais aimés et qui m'avaient abandonné. Ma petite louve, tremblante à l'intérieur de moi, luttait pour maintenir la chaleur de mon corps. Mais le froid était un ennemi implacable. J'ai marché, ou plutôt rampé, pendant des heures, mu par une rage désespérée. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me trouver morte au petit matin. Je voulais survivre ne serait-ce que pour hanter les rêves de Damien, pour que mon souvenir soit un poison dans les veines de sa meute. Mais la forêt était vaste, la tempête infinie, et mes forces m'abandonnaient. Le monde est devenu un tourbillon blanc et assourdissant, et la seule chose que je sentais encore, c'était la morsure du gel qui dévorait mes membres. Finalement, mon corps a cédé. Je me suis effondré au pied d'un immense pin, la conscience flottant dans un brouillard cotonneux. C'était donc ça, la fin. Pas de combat glorieux, pas de dernière prière à la déesse de la lune. Juste un abandon silencieux au néant blanc. J'ai fermé les yeux, prête à laisser le froid m'emporter, quand une odeur a fendu le chaos de la tempête. Ce n'était pas une odeur de la forêt. C'était quelque chose de plus ancien, de plus puissant. Une fragrance de pin couvert de givre, d'air pur des sommets et de pouvoir brut. Un pouvoir si écrasant qu'il semblait commander au blizzard lui-même de se taire. C'était une odeur qui a réveillé quelque chose de primaire. En moi, une étincelle de vie que je croyais éteinte. Mon instinct, plus fort que ma volonté, m'a forcé à entr'ouvrir les paupières une dernière fois. Une silhouette massive se tenait au-dessus de moi, une montagne sombre se découpant sur le blanc aveuglant de la neige. Il était immense, bien plus grand que n'importe quel loup-garou que j'avais jamais vu. Une aura de domination absolue émanait de lui, si intense qu'elle en était presque tangible. La peur aurait dû me paralyser, mais mon corps était trop gelé pour réagir. Je ne voyais que des bottes noires s'enfonçant dans la neige près de mon visage, puis des yeux d'un argent liquide, brillant d'une lueur surnaturelle dans la pénombre. Ils n'exprimaient ni pitié, ni curiosité. Ils brûlaient d'une intensité possessive, comme s'ils venaient de trouver quelque chose qu'ils cherchaient depuis une éternité. Un grognement sourd a vibré dans sa poitrine, un son qui n'était pas dirigé contre moi, mais contre le monde qui avait osé me faire du mal. Sans un mot, il s'est agenouillé. La chaleur qui émanait de son corps était comme un brasier. Il a retiré son lourd manteau doublé d'une épaisse fourrure noire et m'a enveloppé dedans avec une délicatesse qui contrastait violemment avec sa présence létale. Le contact du tissu chaud et de son odeur enivrante a été un choc brutal. C'était comme revenir à la vie après avoir touché la mort du doigt. Mon corps a été secoué d'un frisson incontrôlable. Non plus de froid, mais de reconnaissance. Ma louve, si silencieuse jusqu'alors, a remué en moi, non pas de peur,
mais avec un sentiment étrange et puissant. Un appel muet vers cet inconnu. Il m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien. Mon corps nu et meurtri blotti contre la puissance de son torse. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas une servante, une sœur, une oméga. J'étais précieuse. Dans la semi-conscience, j'ai senti la présence d'un autre homme, son bêta probablement, qui murmurait avec une inquiétude palpable. Mon alpha, elle est à peine vivante. C'est une oméga de la meute Lefebvre, une rejetée. Elle ne vaut rien. La réponse de l'inconnu a été un grondement si profond et si menaçant que le sol a semblé trembler. « Tais-toi, Bastien, tu ne vois pas ce qu'elle est. » Sa voix était un velours graveleux, une caresse et une menace à la fois. « Elle est à moi. » Ces trois mots ont résonné dans mon âme avec la force d'un serment millénaire. Je ne savais pas qui il était, ni pourquoi. Un être d'une telle puissance s'intéressait à une paria comme moi. Je savais seulement que son odeur était la seule chose réelle dans un monde qui s'effaçait, et que la chaleur de ses bras était le premier véritable refuge que j'ai jamais connu. Comment une oméga sans louve, condamnée par son propre sang, et le roi alpha le plus craint et le plus sanguinaire de l'histoire, pouvaient-ils être faits l'un pour l'autre? Et pourquoi le destin a-t-il mis si longtemps à nous réunir, au seuil de la mort? Avant que je ne vous raconte comment ce jugement injuste, cette fuite désespérée dans la forêt et cette odeur de pain et de pouvoir absolu ont changé mon destin à jamais, n'oubliez pas de commenter ici de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où ils ont tous découvert qui j'étais vraiment. Je me suis réveillé dans un silence assourdissant. Un silence que seule une opulence absolue peut acheter. Le blizzard avait disparu, remplacé par le crépitement d'un feu de cheminée. J'étais allongé dans un lit si grand et si doux que j'ai cru un instant être morte et arrivé dans un au-delà improbable. Les draps, d'une finesse de soie, étaient imprégnés de cette odeur qui m'avait sauvé. Le pain, le givre et ce pouvoir brut et enivrant. Mon corps, bien que meurtri et endolori, n'avait plus froid. J'étais enveloppé dans une chaleur qui semblait s'infiltrer jusqu'à mes os. Une chaleur qui portait la signature de l'homme aux yeux d'argent. Ma première pensée ne fut pas la gratitude, mais une panique glaciale. Un tel luxe, une telle puissance. C'était un monde auquel je n'appartenais pas. Un monde qui dévorait les faibles comme moi pour le petit déjeuner. J'étais une souris dans l'antre d'un lion. La porte s'est ouverte sans un bruit, et il est entré. Le roi Alpha d'argent. Je ne connaissais pas son nom, mais son aura hurlait sa domination. Il était encore plus imposant que... Dans mon souvenir brumeux, un colosse vêtu de noir dont la seule présence semblait aspirer l'air de la pièce. Il s'est arrêté près du lit, ses yeux argentés me scrutant avec une intensité qui me mettait à nu. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, mais quelque chose de bien plus troublant. Une curiosité féroce, presque analytique, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Il tenait un plateau avec un bol de ragoût fumant et du pain frais. Il a congédié d'un geste sec la servante qui le suivait, avant de déposer lui-même le plateau sur la table de chevet. Cet acte simple, presque domestique, était si discordant avec l'aura de mort qui l'entourait que mon esprit n'arrivait pas à le comprendre. Les rois ne servent pas les omégas, ils les brisent. Ma gorge était sèche, mais les mots refusèrent de sortir. La peur me tenait en otage. S'il apprenait que j'étais une Lefebvre, la sœur de Damien, son rival, la sœur qu'il avait lui-même bannie comme une paria sans valeur, la honte m'a brûlé de l'intérieur. J'étais un déchet, une louve défaillante. Il me jetterait dehors à la seconde où il connaîtrait la vérité, peut-être même qu'il me tuerait pour l'affront. Pourtant, au fond de moi, ma louve silencieuse ne tremblait pas de peur. Au contraire, elle était calme, presque apaisée. Elle reconnaissait cet homme. Elle se sentait en sécurité en sa présence. Une sensation si étrangère et si puissante qu'elle en était vertigineuse. C'était une trahison de ma propre peur, une pulsion instinctive qui me disait de rester, de me blottir dans la chaleur de ce prédateur. C'était de la folie. J'étais brisé, et mon instinct l'était sûrement aussi. Il n'a pas parlé. Il s'est contenté de me regarder manger, chaque bouchée un effort surhumain sous son regard perçant. La nourriture était la meilleure que j'ai jamais goûtée, riche et savoureuse. Un contraste brutal avec les restes que je volais dans les cuisines de Damien. Quand j'ai eu fini, il a repris le plateau. Ses doigts ont effleuré les miens et une décharge électrique a parcouru mon bras. J'ai sursauté, retirant ma main comme si je m'étais brûlé. Ses yeux se sont rétrécis.
une lueur argentée brillant dans leur profondeur. Le lien, cette attraction magnétique dont parlaient les anciennes, crépitait entre nous, tangible et terrifiant. Il l'a senti, je le savais. Et contrairement à moi, il ne semblait pas effrayé. Il semblait intrigué, comme un scientifique découvrant une nouvelle espèce imprévisible. Cette pensée m'a glacé le sang plus sûrement que la tempête. Plus tard dans la journée, un garde est entré pour raviver le feu. Il m'a jeté un regard dédaigneux. « Alors c'est toi, la bâtarde des neiges que l'Alpha a ramenée. Tu ferais mieux de ne pas t'habituer à ce confort. Une fois qu'il se sera lassé de son nouveau jouet, tu retourneras dans le caniveau d'où tu viens. » Sa voix était pleine de venin, et la menace était claire. La peur familière m'a noué l'estomac. C'était donc ça. J'étais une curiosité, un caprice passager. Avant que je puisse répondre, une ombre a obscurci la porte. Le roi Alpha était là, silencieux comme la mort. Le garde s'est figé, son visage blêmissant. Mon Alpha, Un grognement a vibré dans la poitrine du roi, si bas et si primal que les vitres ont tremblé. « Sors !» a-t-il ordonné d'une voix glaciale. « Si tu poses encore une fois tes yeux sur elle, je te les arracherai. Si tu lui adresses encore la parole, je t'arracherai la langue. Est-ce que c'est clair ?» L'homme a hoché la tête frénétiquement avant de fuir comme si le diable était à ses trousses. Le roi s'est tourné vers moi, son visage une tempête d'émotions contenues. La fureur dans ses yeux n'était pas pour moi. C'était une fureur protectrice, possessive. Personne ne te parlera plus jamais de cette façon. Tu es sous ma protection maintenant. Tu es à moi. Il a répété les mots qu'il avait prononcés dans la forêt, et cette fois, j'étais pleinement consciente pour en saisir toute la portée. Ce n'était pas de la pitié. C'était une déclaration de propriété, un serment prononcé avec la certitude d'un monarque absolu. Une partie de moi était terrifiée par cette possessivité. J'avais passé ma vie à être la propriété de mon frère, un objet à utiliser et à jeter. Mais une autre partie, la partie la plus profonde et la plus instinctive de mon être, s'est délectée de ces mots. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me revendiquait non pas comme un fardeau, mais comme un trésor. Et cette sensation était aussi addictive que dangereuse. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard irréel. Je vivais dans une cage dorée, confinée à une suite luxueuse de son château de pierre sombre. Chaque meuble était une œuvre d'art, chaque repas un festin. C'était un monde de puissance et de raffinement, à des années-lumière de la brutalité crasse de la meute Lefebvre. Je me sentais comme une souillon portant une robe de reine, constamment effrayée de tacher la soie, de briser le cristal. J'étais une imposture, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en rendent compte. Je passais mes journées à regarder par la fenêtre les guerriers de la meute d'argent s'entraîner dans la cour enneigée. Ils se déplaçaient avec une discipline et une férocité que je n'avais jamais vues. C'était l'armée d'un roi, pas la meute d'un tyran local comme Damien. Et l'homme qui les commandait était mon geôlier, mon sauveur, et la source de cette chaleur dévorante qui ne me quittait plus. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, l'air changeait. Il devenait plus dense, chargé d'une électricité palpable. Mon cœur s'emballait, et ma peau picotait, anticipant sa proximité. L'attraction entre nous était un être vivant, une bête affamée qui grandissait de jour en jour. C'était une agonie. Être si près de lui était un supplice, car je ne pouvais ignorer le gouffre qui nous séparait. Il était le soleil, et j'étais un caillou gelé. Un soir, il est revenu d'une patrouille, une entaille profonde sur l'avant-bras, saignant abondamment. Son bêta, Bastien, s'agitait autour de lui, mais il l'a repoussé d'un geste. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et sans réfléchir, mu par une force que je ne contrôlais pas, je me suis approché. Mon instinct d'oméga, celui que Damien avait jugé inutile, criait en moi, me poussant à le soigner, à apaiser sa douleur. J'ai pris son bras, m'attendant à ce qu'il me repousse violemment, mais il s'est laissé faire, son corps immense se tendant sous mon contact. J'ai nettoyé la plaie avec des herbes que j'avais reconnues dans les jardins du château, mes doigts se déplaçant avec une assurance que je ne me connaissais pas. Une chaleur étrange s'est écoulée de mes paumes, et j'ai vu, stupéfaite, la blessure se refermer plus vite que la normale, la peau se tricotant sous mes yeux. Il a retenu son souffle, son regard argenté fixé sur mes mains, puis sur mon visage. Une émotion nouvelle y a brillé, quelque chose de plus profond que la possessivité. C'était de l'émerveillement. C'était la première fois que ma nature, ma louve silencieuse, était perçue non pas comme une tare, mais comme un don. Ce moment de connexion silencieuse
était plus intime que n'importe quel baiser. Bastien, qui observait la scène depuis l'autre bout de la pièce, avait le visage fermé. Son regard était un mélange de suspicion et d'inquiétude. « Cédric », a-t-il dit d'une voix basse et tendue, utilisant le prénom de son alpha, ce qui témoignait de la gravité de la situation. « Nous ne savons rien d'elle. Elle vient du territoire de Lefebvre. Elle pourrait être un piège, une espionne. » Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur, car il ne faisait que verbaliser mes propres peurs. Je suis un danger pour lui. Je suis une Lefebvre. Le nom était un poison. J'ai voulu retirer ma main, m'enfuir, mais les doigts de Cédric se sont refermés sur mon poignet. Sa poigne aussi douce que de l'acier. Il n'a pas quitté mes yeux. Tes siens. Elle reste, a-t-il simplement dit, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Pour lui, la loyauté de Bastien ne pesait rien face à l'instinct qui le liait à moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le contact de sa peau brûlait encore sur la mienne. Le lien entre nous n'était plus une simple attraction. C'était un câble d'acier qui se resserrait autour de mon cœur. Je me suis approché du miroir et j'ai regardé mon reflet. J'ai vu une jeune femme effrayée, mais pour la première fois j'ai aussi vu autre chose. Une lueur dans mes yeux qui n'était pas là avant. Une force tranquille que je ne reconnaissais pas. C'était le pouvoir qu'il voyait en moi. Le pouvoir que ma propre meute avait tenté d'éteindre. Il ne me voyait pas comme une oméga sans valeur, mais comme quelque chose de précieux, quelque chose qui lui appartenait. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'était que je commençais à vouloir lui appartenir. Je voulais être revendiqué par cet homme dangereux et magnifique. Le lendemain matin, il est venu me trouver sur le balcon qui donnait sur les montagnes enneigées. Le silence entre nous était lourd, non pas de gêne, mais d'anticipation. Il s'est placé à côté de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers mes vêtements. « Tu as des dons, petite louve », a-t-il murmuré, sa voix un grondement doux. « Des dons que même toi tu ignores. » Puis il s'est tourné vers moi, et nos regards se sont accrochés. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas de la luxure, ni un caprice. C'était la déesse de la lune elle-même qui avait tissé nos destins. Le choc de la reconnaissance m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. Matt. Le mot a explosé dans mon esprit, silencieux et assourdissant. Mon âme sœur, mon compagnon prédestiné. La déesse m'avait lié au roi Alpha, le plus puissant du continent. C'était une bénédiction et une condamnation à mort. Il a dû voir la panique et l'émerveillement se battre sur mon visage, car il a lentement levé la main et a caressé ma joue avec le dos de ses doigts. Sa peau était rêche, calleuse, mais son contact était la chose la plus douce que j'ai jamais sentie. « Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens », a-t-il dit, sa voix rauque d'une émotion qu'il luttait pour contenir. « Mais je sais que tu es à moi, tu l'as toujours été. » Ses yeux argentés me promettaient un monde de protection, de passion et de danger. Le lien entre nous était désormais exposé, vibrant dans l'air, glacial du matin, aussi indéniable qu'une marque sur la peau. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jeu venait de changer. Je n'étais plus seulement une oméga rejetée. J'étais la faiblesse et la plus grande force du roi Alpha d'argent. Et je ne savais pas encore lequel des deux nous détruirait en premier. La reconnaissance avait été un coup de foudre, un éclair silencieux qui avait tout changé. Le mot « mate » résonnait dans mon esprit. Une vérité si monumentale qu'elle menaçait de me briser. Cédric ne bougeait pas, son corps tendu comme une corde d'arc, ses yeux d'argent me dévorant. L'air entre nous crépitait, l'attraction magnétique devenue si puissante qu'elle était presque douloureuse. Ce n'était plus de la curiosité ou de la protection. C'était une faim primale, une certitude gravée dans nos âmes par la déesse elle-même. Chaque fibre de mon être criait de me jeter dans ses bras, de m'ancrer à cette force de la nature qui était mienne. Mais la peur, cette vieille amie fidèle, me glaçait sur place. J'étais une oméga défaillante, une paria. Comment pouvais-je être la compagne d'un roi? C'était une erreur, une blague cruelle du destin. Pourtant, son regard ne mentait pas. Il me voyait, il me voulait, et il n'y avait nulle part où fuir. Il a fait un pas vers moi, lent, délibéré, comme un prédateur approchant une créature farouche qu'il ne veut pas effrayer. Sa main s'est levée, non pas pour me toucher, mais comme une offrande, une invitation silencieuse. Mon cœur battait une chamade si violente que j'en avais le souffle coupé. L'odeur de pain et de givre s'est intensifiée, mêlée à une nouvelle fragrance, celle du désir brut, une phéromone si puissante qu'elle a court-circuité toutes mes pensées rationnelles. Ma louve, si longtemps silencieuse,
s'est agitée en moi, non plus avec calme, mais avec une impatience ardente. Elle le voulait. Elle le reconnaissait comme sien, son protecteur, son ancre. Et alors que ses doigts allaient enfin effleurer ma peau, un son a déchiré le silence du château. Une corne d'alerte, stridente et désespérée, a retenti depuis les remparts, suivie de cris et du fracas du métal. Le moment était brisé, remplacé par une menace imminente. En une fraction de seconde, le roi a remplacé l'amant potentiel. Le visage de Cédric s'est durci, ses yeux argentés se transformant en éclats de glace mortelle. Un grognement a vibré dans sa poitrine, si bas et si féroce que j'ai senti le sol trembler sous mes pieds. La tendresse naissante a été balayée par une fureur glaciale. « Renégat !» a-t-il sifflé entre ses dents, le mot lui-même un crachat de venin. Il ne m'a même pas regardé. Son instinct de guerrier avait pris le dessus. Il s'est retourné, prêt à se jeter dans la bataille, mais il s'est arrêté net, comme s'il venait de se rappeler quelque chose d'infiniment plus important. Il s'est tourné vers moi, ses yeux balayant la pièce, puis se posant sur moi avec une intensité possessive qui m'a cloué sur place. Sa priorité n'était pas la bataille. Sa priorité, c'était moi. Avant que je puisse dire un mot, il a traversé la distance qui nous séparait en 2 longues foulées. Il ne m'a pas touché, mais il s'est placé devant moi. Son corps immense, un bouclier de chair et de muscles. Son odeur m'a enveloppé, une forteresse olfactive de dominance et de protection. « Reste derrière moi », a-t-il ordonné, sa voix ne tolérant aucune discussion. Dehors, les bruits du combat s'intensifiaient. Je pouvais sentir l'odeur du sang et de la fureur, l'odeur métallique de loups étrangers, aigres et agressives. Des gardes de la meute d'argent sont passés en courant dans le couloir, leurs armes dégainées, mais aucun n'a osé entrer dans la pièce. Ils savaient que leur alpha était passé en mode de protection absolue et que quiconque s'approcherait de moi sans sa permission signerait son arrêt de mort. J'étais au cœur de la tempête, mais pour la première fois, je n'étais pas seul. La porte du balcon s'est brisée, dans une explosion de verre et de bois. 2 silhouettes massives, des loups-garous aux yeux injectés de sang et à l'odeur rance de la folie, ont atterri dans la pièce. Des renégats. Ils étaient couverts de sang, le leur et celui des autres, et leur regard s'est immédiatement posé sur moi. Ils ne voyaient pas le roi. Ils voyaient la cible, la femelle non marquée, la faiblesse apparente de l'alpha. Une lueur de triomphe bestial a brillé dans leurs yeux. C'était une erreur fatale. Cédric n'a pas attendu. Il n'a pas parlé. Il est devenu la mort. Il a bougé avec une vitesse surnaturelle, une ombre floue de fureur noire. Le premier renégat n'a même pas eu le temps de lever sa hache. La main de Cédric a traversé sa poitrine dans un bruit écœurant de chair et d'os brisés. Le deuxième renégat, voyant son compagnon s'effondrer, a hurlé de rage et s'est jeté sur Cédric. C'était un combat de titans, une danse de violence primale. Mais ce n'était pas un combat égal. Cédric n'était pas seulement un alpha. Il était un roi, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il a esquivé une lame empoisonnée qui luisait d'une lueur verdâtre et a saisi le bras de son adversaire, le brisant avec un craquement sec. Le renégat a hurlé, mais le son a été coupé net lorsque Cédric lui a brisé la nuque d'un geste sec et précis. Le silence est retombé, lourd et maculé de sang. Cédric se tenait au milieu des corps, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, son corps vibrant d'adrénaline et de fureur contenue. Il était magnifique et terrifiant, l'incarnation même du pouvoir absolu. Il s'est tourné vers moi, ses yeux argentés brillant d'une lueur sauvage. Il a fait un pas dans ma direction, puis il a chancelé. J'ai vu alors ce que l'adrénaline m'avait caché, une entaille profonde sur son flanc, là où la lame empoisonnée l'avait effleuré. Une fumée noire et nauséabonde s'échappait de la plaie, et la peau autour devenait grise. De l'aconite, le poison des tueurs de loups. Son corps, si puissant, était vulnérable à cette toxine. Il a grogné, non pas de douleur, mais de frustration, de rage contre sa propre faiblesse. Il est tombé à genoux, une main pressée contre sa blessure, son souffle devenant rauque. Le grand roi Alpha d'Argent, l'être le plus craint du continent, était en train de mourir sous mes yeux, et une force inconnue, un instinct plus puissant que la peur, s'est emparé de moi. Sans réfléchir, j'ai couru à ses côtés. « Ne me touche pas », a-t-il grondé, sa voix tendue par la douleur. Le poison, mais je ne l'écoutais pas. L'odeur de l'aconite, familière des livres de guérison que je dévorais en secret, était claire pour moi.
Je savais ce qu'il fallait faire. Ma louve silencieuse hurlait en moi, me guidant. J'ai posé mes mains sur sa blessure, ignorant sa protestation. Une chaleur intense, presque brûlante, s'est écoulée de mes paumes. Ce n'était pas ma chaleur, c'était quelque chose d'autre. Une énergie pure et argentée qui semblait venir de la lune, elle-même. Cédric a haleté, son corps se tendant sous mon contact. La fumée noire qui s'échappait de la plaie a commencé à se dissiper, et la couleur de sa peau a lentement commencé à revenir à la normale. Je me suis concentré, puisant dans cette source de pouvoir que j'avais toujours ignorée. Je pouvais sentir le poison se battre contre ma magie, une entité froide et malveillante, mais la chaleur de mes mains était plus forte. J'ai vu les veines noires qui s'étaient formées sur sa peau se rétracter. La chair se tricotait lentement. La douleur dans ses yeux s'est atténuée, remplacée par un étonnement absolu. Il me regardait, non plus comme une chose fragile à protéger, mais comme un miracle. Il voyait enfin ce que ma propre meute avait refusé de voir. Ma différence n'était pas une faiblesse, c'était une arme. C'était ma force. Le bêta, Bastien, a fait irruption dans la pièce, suivi de plusieurs gardes. Il s'est figé sur le seuil, son visage un masque de choc en voyant la scène. L'effort m'a laissé vidée, tremblante. Quand le dernier filet de fumée noire a disparu, j'ai retiré mes mains, chancelantes. Cédric a attrapé mon bras pour me stabiliser, sa poigne ferme et sûre. La blessure était encore là, mais elle était propre, saignant un sang rouge et sain. Le poison avait disparu. « Comment » a murmuré Bastien, abasourdi. Cédric ne lui a pas répondu. Il n'a pas quitté mes yeux des siens. Une émotion brute, un mélange de gratitude, d'admiration et d'une possessivité, encore plus profonde qu'avant, brûlait dans son regard. Il a compris. Je n'étais pas une simple oméga. J'étais quelque chose de plus, quelque chose qui lui était essentiel. Il m'avait sauvé de la neige, et je venais de le sauver de la mort. Nous étions liés par bien plus que le destin. Nous étions liés par le sang et la magie. Cette nuit-là, le château était en état de siège, les renégats ayant été repoussés mais la menace planant toujours. Cédric a refusé de me laisser seul. Il a congédié les guérisseurs et les gardes, et m'a emmené dans ses appartements privés, la partie la plus sécurisée du château. La pièce était dominée par un immense lit à baldaquin, recouvert de fourrure sombre. L'épuisement de la guérison et le choc de l'attaque pesaient lourdement sur moi. Je tremblais, non plus de peur, mais de fatigue. Cédric, bien que guéri du poison, était affaibli. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une trace de vulnérabilité dans ses yeux. « Tu ne me quitteras pas, cette nuit », a-t-il dit, sa voix ne laissant aucune place au débat. Ce n'était pas une demande, c'était une nécessité. Il m'a guidé jusqu'au lit et m'a fait allonger sur les fourrures douces. Puis, il s'est allongé à côté de moi, sur les couvertures, toujours entièrement vêtu de son équipement de combat maculé de sang. Il n'y avait rien de sexuel dans ce geste. Et pourtant, c'était la chose la plus intime que j'ai jamais vécue. Son corps massif était une montagne à mes côtés, une source de chaleur irradiante qui a chassé le froid de mes os. L'attraction magnétique entre nous était devenue un courant électrique constant, une force palpable qui nous liait dans le silence. Je pouvais entendre le battement régulier de son cœur, un son puissant et rassurant. Son odeur m'enveloppait complètement, un mélange de pain, de sang et de pouvoir. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Totalement et inconditionnellement en sécurité. La tension dans la pièce était suffocante. Chaque respiration qu'il prenait semblait être synchronisée avec la mienne. Le besoin de le toucher, de passer mes doigts sur la cicatrice fraîche de son flanc, était presque insoutenable. Mon corps, mon âme et ma louve le réclamaient avec une urgence qui me faisait mal. Il a dû le sentir, car il a tourné la tête sur l'oreiller, ses yeux d'argent brillant dans la pénombre du feu de cheminée. « Tu es à moi, Elara », a-t-il murmuré, utilisant mon nom pour la première fois. Le son de ma propre identité sur ses lèvres était une caresse et une marque. « Tu l'as toujours été, et je tuerai quiconque essaiera de te prendre. » Il ne parlait pas seulement des renégats, il parlait du monde entier. Il parlait de mon frère, blotti contre la chaleur de son corps, écoutant les bruits de la garde qui patrouillait à l'extérieur. Ma perception de lui a basculé pour de bon. Il n'était plus seulement le roi Alpha d'Argent, mon sauveur énigmatique. Il était devenu Cédric, l'homme dont le cœur battait à quelques centimètres du mien, l'homme que mes mains avaient guéri, le loup dont l'âme appelait la mienne.
La peur ne m'avait pas quitté, mais elle était désormais rejointe par quelque chose de nouveau, de féroce et de tout aussi possessif que ses propres instincts. Il m'avait peut-être trouvé, mais ce soir, en le sauvant, j'avais l'impression de l'avoir revendiqué en retour. Il n'était pas seulement mon roi, il était mon loup, et j'étais prête à me battre contre n'importe qui, même contre mon propre passé, pour le garder. Le matin suivant s'est levé sur une paix fragile, presque irréelle. Je me suis réveillé encore blotti contre le dos de Cédric, sa chaleur une ancre solide dans un monde qui avait tenté de me noyer. Pour la première fois de ma vie, le silence du matin n'était pas synonyme de solitude, mais de sanctuaire. J'aurais voulu que ce moment dure une éternité, un instant volé où nous n'étions ni un roi ni une oméga, mais simplement deux âmes qui s'étaient trouvées dans la tempête. Mais la paix, pour des gens comme nous, est un luxe éphémère. Le monde extérieur, avec ses complots et ses haines, n'attendait pas. Le bruit de pas pressés dans le couloir, suivi d'un coup discret à la porte, a été le premier signe que notre bulle de tranquillité était sur le point d'éclater. Cédric s'est redressé en une seconde, son instinct de guerrier immédiatement alerte, la douceur de la nuit balayée par la vigilance du roi. Bastien est entré, le visage grave. Il a évité de me regarder, s'adressant directement à son alpha, mais je sentais son malaise. Mon roi, des nouvelles sont arrivées du conseil des alphas. Des rumeurs se propagent comme un feu de forêt. La tension dans la pièce est devenue palpable. L'air s'est épaissi d'une menace invisible. Cédric n'a pas scié, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion. « Parle », a-t-il ordonné, sa voix basse et dangereuse. Bastien a pris une profonde inspiration. C'est Damien Lefebvre. Il a convoqué une session d'urgence. Il prétend que sa meute a été attaquée par des renégats et il accuse une traîtresse de les avoir guidés. Une sorcière sans louve qui aurait séduit un alpha rival pour l'aider dans sa conspiration. Chaque mot était un coup de marteau sur l'enclume de mon cœur. Il ne parlait pas d'une inconnue. Il parlait de moi. La nausée m'a submergé. Mon frère, l'homme qui m'avait jeté à la mort, était en train de réécrire l'histoire, me peignant comme le monstre. Il transformait sa cruauté en un acte de légitime défense et ma survie en un acte de trahison. C'était diaboliquement brillant. Il ne se contentait pas de m'effacer. Il salissait ma mémoire pour justifier son crime. Je pouvais presque entendre sa voix mielleuse et persuasive, jouant sur les peurs ancestrales des autres meutes. La magie noire, la séduction, la trahison venant de l'intérieur. Il faisait de moi une paria, non seulement pour sa meute, mais pour le monde entier des loups-garous. Le froid de la tempête n'était rien comparé à la glace qui s'est emparée de mes veines à cet instant. Il ne me laisserait jamais en paix. Tant que j'étais en vie, j'étais une menace pour son pouvoir, et il était prêt à tout pour m'éliminer. J'ai vu la fureur pure et glaciale s'emparer des yeux de Cédric. Ses pupilles se sont dilatées, l'argent liquide se transformant en un métal en fusion. Un grognement a roulé dans sa poitrine, un son si primal et si violent que Bastien a instinctivement reculé d'un pas. Il ose, a sifflé Cédric, ses poings se serrant au point que j'ai entendu ses jointures craquer. L'aura de pouvoir qui émanait de lui était suffocante, une promesse de mort et de destruction. Son instinct premier était de partir, de traverser les territoires et d'arracher la tête de Damien de ses épaules. Je le voyais dans la tension de ses muscles, dans la façon dont sa mâchoire s'était contractée. Mais la politique des meutes était un jeu plus complexe qu'une simple démonstration de force brute. Damien ne l'avait pas défié sur un champ de bataille, mais devant un tribunal. C'était un piège, et nous venions de marcher droit dedans. La culpabilité m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. Bastien avait raison depuis le début. J'étais un danger. Ma simple présence dans ce château avait apporté le chaos et la menace de la guerre aux portes de Cédric. J'étais une oméga sans nom, une rejetée, et j'étais en train de salir la réputation du roi le plus puissant du continent. Les autres alphas, méfiants et avides de pouvoir, ne verraient pas la vérité. Ils verraient ce que Damien voulait qu'ils voient, un roi puissant affaibli par une femme suspecte, une excuse parfaite pour contester son autorité. J'étais son point faible, la brèche dans son armure. L'amour et la protection que j'avais ressentis dans ses bras se sont transformés en un poison amer dans mon estomac. Pour le protéger, je devais peut-être disparaître. Vraiment, cette fois. Les jours qui ont suivi ont été un supplice. Le château, autrefois un refuge, est devenu une prison dorée où chaque regard des serviteurs et des gardes était teinté de suspicion. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs. On m'appelait la bâtarde de Lefebvre, la sorcière des neiges,
La bête sauvage que le roi essayait d'apprivoiser. Ces mots, bien que murmurés, étaient aussi tranchants que les griffes d'un loup. Ils me ramenaient à ma place, me rappelant que peu importe les draps de soie ou la protection d'un roi, aux yeux du monde, je n'étais rien. Chaque repas que je prenais, chaque vêtement que je portais, me semblait volé, immérité. Je me sentais comme une imposture, une tache sur la splendeur de la meute d'argent, et la honte était une compagne constante. La situation s'est envenimée avec l'arrivée d'une délégation de la meute du Pic Noir, menée par la duchesse Isolde. C'était une femme d'une beauté froide et calculatrice, une alpha à part entière dont l'alliance avec Cédric était cruciale pour la stabilité de la région. Il était de notoriété publique qu'elle se voyait depuis des années comme la future reine d'argent. Quand ses yeux bleus comme des éclats de glace se sont posés sur moi pour la première fois, j'ai compris que j'avais une nouvelle ennemie, bien plus subtile et peut-être plus dangereuse que mon frère. Elle ne m'a pas insulté. Elle m'a simplement regardé avec un mélange de pitié et de dégoût, comme on regarde un insecte rampant sur une nappe de soie. « Alors c'est elle » a-t-elle dit à Cédric, sa voix un murmure mielleux qui ne cachait pas son mépris. « Votre nouvelle protégée, comme c'est charitable de votre part de recueillir les égarés. » Isolde a commencé son travail de sape avec une efficacité redoutable. Elle ne m'attaquait jamais directement, mais elle semait le doute partout où elle passait. Elle parlait à voix basse aux membres du conseil de Cédric de la fragilité d'une Oméga, de mon passé trouble, de la folie d'un roi qui risquait une guerre pour une créature défaillante. Elle utilisait les mêmes mots que Damien, les enrobant de fausses inquiétudes et de logique politique. Elle me dépeignait comme une influence corruptrice, une sirène qui entraînait le grand Cédric Valerius vers sa perte. Et ça marchait. Je voyais le doute s'installer sur le visage de certains guerriers, la méfiance dans les yeux des anciens. J'étais devenu une fracture au sein même de la meute qui m'avait accueilli, une source de division qui menaçait de tout détruire. La pression sur Cédric était immense. Il passait ses journées en réunion tendue avec ses conseillers et les émissaires des autres meutes, essayant de déjouer le piège politique de Damien. Mais mon frère avait bien joué. En demandant un jugement public devant le conseil des alphas, il forçait Cédric à un choix impossible. Soit refuser et paraître coupable de cacher une traîtresse, soit accepter et me jeter en pâture à une assemblée de loups qui me haïssèrent déjà. Chaque soir, Cédric revenait dans nos appartements, une tempête de fureur et de frustration contenue dans ses yeux. Il ne me disait rien des détails, comme pour me protéger, mais je sentais son fardeau. Et cela ne faisait qu'augmenter ma propre agonie. Je n'étais pas sa compagne. J'étais sa crise politique. Un soir, alors qu'il se tenait silencieux devant la cheminée, le dos tourné, je n'ai plus pu supporter le poids du silence. « Laisse-moi partir », ai-je murmuré, ma voix brisée par la douleur. « Si je disparais, les accusations de Damien tomberont d'elles-mêmes. Tu pourras dire que tu m'as banni, que tu as reconnu ton erreur. Ton peuple sera en sécurité. » Il s'est retourné si vite que j'ai sursauté. Ses yeux d'argent brûlèrent d'une flamme si intense qu'elle aurait pu réduire la pièce en cendres. En 3 longues foulées, il était sur moi, ses mains se posant sur mes épaules, sa poigne ferme, mais pas brutale. Il m'a forcé à le regarder dans les yeux. « N'ose plus jamais dire ça », a-t-il grondé. « Ça, vois un tremblement de terre contenu. Tu n'es pas une erreur. Tu es mon destin. Partir ne te sauvera pas, et ça me détruirait. Nous leur ferons face. Ensemble. » Ces mots étaient un baume sur mon âme meurtrie, mais la peur restait. Le lendemain, la convocation officielle est arrivée. Un parchemin scellé du sceau du conseil. Damien Lefebvre exigeait un « jugement de la vérité » qui se tiendrait lors de la prochaine pleine lune, dans la vallée neutre des anciens. Il m'accusait formellement de haute trahison, de sorcellerie et de conspiration avec des forces renégates. La sentence pour de tels crimes était la mort. Une exécution publique pour l'exemple. Le piège était maintenant officiel. L'humiliation publique planifiée dans les moindres détails. C'était la scène parfaite pour ma destruction et l'affaiblissement de Cédric. Tout le monde s'attendait à ce qu'il trouve une excuse diplomatique pour refuser, pour me cacher. Mais Cédric n'était pas un diplomate. C'était un roi. Il a pris le parchemin et l'a lu, son visage impassible. Puis, il a levé les yeux vers Bastien et les autres membres de son conseil qui attendèrent sa décision dans un silence anxieux. Une lueur dangereuse, presque joyeuse, a brillé dans ses yeux argentés. Un sourire prédateur a étiré ses lèvres. « Rédige une réponse, Bastien », a-t-il ordonné, sa voix résonnant avec une autorité absolue. « Dis-leur que le roi Alpha d'Argent accepte.
Dis-leur que non seulement nous serons présents, mais que je présiderai, moi-même à la punition du menteur. Mon frère veut un spectacle. Nous allons lui en donner un. Il ne s'agissait plus de se défendre. Il s'agissait d'attaquer. Cette nuit-là, la peur qui m'avait rongé s'est transformée en autre chose. Une détermination froide. Cédric n'allait pas me cacher. Il allait me placer au centre de la scène, à ses côtés, et défier le monde entier de me toucher. Il me faisait confiance. Il croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. Alors que je le regardais, planifier sa stratégie avec ses guerriers, détaillant les mouvements de troupes et les plans de bataille comme s'il se préparait à une guerre et non à un procès, j'ai compris. Ce jugement n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début. C'était le champ de bataille, où je devais enfin cesser d'être une victime et commencer à me battre. Mon frère voulait m'humilier publiquement. Il n'avait aucune idée de la tempête qu'il était sur le point de déchaîner. Les jours précédant le jugement ont été marqués par une préparation intense. Cédric m'a entraîné personnellement, non pas au combat physique, mais au contrôle de mes émotions et de mon aura. Ils chercheront à te provoquer, à te faire paraître faible, hystérique, m'a-t-il expliqué, sa voix calme et concentrée alors que nous nous tenions dans la cour d'entraînement déserte. Ta force ne réside pas dans tes griffes, Elara, mais ici. Il a posé un doigt sur mon cœur. Montre-leur une reine, pas une oméga effrayée. Chaque jour, il me forçait à affronter les insultes de ces guerriers les plus loyaux, qui jouaient le rôle de mes accusateurs. Au début, chaque mot me blessait, ravivant d'anciennes cicatrices. Mais peu à peu, sous le regard inflexible de Cédric, j'ai appris à construire un mur de glace autour de mon cœur, à laisser la haine glisser sur moi sans m'atteindre. J'apprenais à porter le masque du pouvoir. Le jour du jugement approchait, et pour la première fois, je n'étais pas terrifié. J'étais prête. La vallée des anciens était un amphithéâtre naturel de pierre grise, un lieu sacré où les lois étaient écrites dans le sang et la tradition. L'air était glacial, lourd de l'hostilité de dizaines d'alphas et de leurs bêtas, rassemblés en un cercle de jugement. Leurs regards étaient des poignards, leur mépris une force tangible qui pesait sur mes épaules. Je me tenais aux côtés de Cédric, vêtu d'une simple robe blanche qui contrastait avec son armure noire. Il m'avait aidé à forger un masque de reine, une façade de calme et de dignité, mais sous la soie, le cœur d'une fille terrifiée battait à tout rompre. Chaque respiration était une lutte, chaque seconde une éternité. Le silence s'est fait lorsque mon frère, Damien, s'est avancé au centre du cercle, son visage un portrait de fausse douleur et de droiture. Sa voix, douce et mielleuse, a résonné contre la pierre, un poison distillé pour les oreilles de l'assemblée. Mes frères Alpha, je me tiens devant vous le cœur brisé. Ma propre sœur, Elara, que j'ai aimée et protégée, nous a trahis. Sa louve défaillante, signe d'une corruption de l'âme, l'a conduite dans les bras des renégats. Il a menti avec un aplomb effrayant, tissant une histoire de sorcellerie, de séduction et de complot. Il a décrit ma survie non pas comme un miracle, mais comme la preuve de mon pacte avec les ténèbres, me peignant comme une créature vile qui avait attiré le grand roi d'argent dans son piège pour déstabiliser nos territoires. Chaque mot était une pierre, jetée sur moi, et je sentais le poids de leur haine collective m'écraser. Ils ne voulaient pas seulement ma mort, ils voulaient l'anéantissement de mon âme. Un murmure venimeux a parcouru l'assemblée. Les alphas, déjà méfiants envers le pouvoir de Cédric, buvaient les paroles de Damien comme un vin doux. Je voyais le doute et le mépris dans leurs yeux. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Isolde, debout parmi les dignitaires, un sourire de triomphe à peine voilé sur ses lèvres parfaites. Elle savourait mon humiliation, voyant déjà sa place se libérer à côté de Cédric. Le poids de 1000 jugements menaçait de me faire plier. La vieille honte, celle de l'oméga inutile, a refait surface, me griffant la gorge. Pendant un instant, j'ai cru à leurs mensonges. Peut-être que j'étais vraiment une malédiction, une source de chaos destinée à détruire tout ce qu'elle touchait. Mon corps a commencé à trembler, et j'ai dû serrer les poings pour ne pas m'effondrer. Cédric n'a pas dit un mot. Il est resté immobile, une montagne de fureur silencieuse à mes côtés. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Puis, il a fait un geste qui a stupéfié l'assemblée. Lentement, il a posé sa main sur le creux de mes reins, ses doigts s'enroulant possessivement autour de ma taille. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était un acte de possession, un défi silencieux lancé au monde entier. Il disait, sans un mot, « Elle est à moi. Touchez-la, et vous me déclarez la guerre. » La chaleur de
Sa paume a traversé le tissu de ma robe, s'infiltrant dans ma peau et chassant une partie du froid glacial de ma peur. Son contact était une encre, une promesse. Le visage de Damien s'est tordu de rage en voyant ce geste. Son plan de m'isoler complètement en train d'échouer. Voyant que son discours ne suffisait pas, Damien a joué sa carte maîtresse. Il a levé les mains vers le ciel, sa voix prenant une intonation solennelle et faussement pieuse. Les anciennes lois sont claires. Face à une telle corruption, il n'y a qu'un seul recours. Le jugement par la lumière de la lune. Une vague de stupeur a parcouru la foule. Ce rituel était une relique barbare, une forme de magie noire à peine légale, conçue pour forcer la transformation d'un loup soupçonné d'être souillé. C'était un piège mortel. Le rituel était si violent qu'il pouvait tuer un loup faible, ou pire, le forcer à se transformer en une bête folle et incontrôlable, ce qui, aux yeux de tous, prouverait sa culpabilité. C'était un coup de génie diabolique. Soit je mourais, soit je devenais le monstre qu'il prétendait que j'étais. Les alphas, pris au piège par la tradition et leur propre désir de voir Cédric affaibli, ont acquiescé. Ils ont resserré le cercle, leur visage dur et impitoyable. Cédric a grogné, un son si bas et si menaçant que le sol a vibré. Mais même lui ne pouvait pas s'opposer à une loi aussi ancienne sans déclencher une guerre totale. Ses yeux d'argent m'ont rencontré, et j'y ai lu une promesse de meurtre dirigée contre mon frère. Mais pour l'instant, ses mains étaient liées. Damien a commencé le chant, une litanie gutturale et dissonante qui semblait griffer l'air. Immédiatement, j'ai senti une force contre nature s'enrouler autour de mon âme, une énergie sombre et visqueuse qui tirait sur ma louve, essayant de l'arracher de moi par la force. Ce n'était pas une transformation, c'était une violation. La douleur était aveuglante, une agonie que je n'avais jamais imaginée. C'était comme si mes os étaient embroyés de l'intérieur, comme si mon âme était déchirée en deux. Je suis tombé à genoux, le souffle coupé, un cri muet coincé dans ma gorge. Le monde est devenu un tourbillon de douleur et de lumière vacillante. À travers le brouillard, j'ai vu le sourire cruel et victorieux de Damien. Il l'avait. Il avait gagné. J'allais me briser devant tout le monde, prouvant qu'il avait raison depuis le début. J'étais faible. J'étais défaillante. La magie noire de mon frère me dévorait. Et Cédric, mon roi, mon compagnon, ne pouvait rien faire d'autre que de regarder, son visage un masque de fureur impuissante. C'était mon épreuve, et j'étais en train de la perdre. Mais au plus profond de la douleur, alors que je sentais mon esprit commencer à se fragmenter, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu ma louve. Pour la première fois, elle n'était pas silencieuse. Elle ne chuchotait pas. Elle hurlait. Mais ce n'était pas un hurlement de douleur. C'était un hurlement de rage pure et primale. Elle n'était pas faible. Elle n'était pas défaillante. Elle était enchaînée. Et la magie de Damien, au lieu de la briser, était en train de faire fondre ses chaînes. Dans un éclair de lucidité fulgurant, j'ai compris. J'ai cessé de me battre contre la force qui me tirait. Je l'ai embrassée. J'ai ouvert les vannes de mon âme et j'ai laissé la magie déferler. Le rituel de Damien n'était pas ma prison. C'était la clé. Une lumière blanc-argentée, si pure et si intense qu'elle semblait venir de la déesse de la lune elle-même, a explosé de mon corps. Elle a aveuglé l'assemblée, forçant même les alphas les plus puissants à détourner le regard. Le chant de Damien s'est arrêté net, étouffé par la vague de pouvoir pur. La douleur a disparu, remplacée par une sensation d'expansion infinie. Mes os se sont mis à bouger, mais il n'y avait pas le bruit horrible d'une fracture. C'était une reconstruction fluide et gracieuse, un réalignement silencieux sur un modèle plus ancien, plus parfait. Je grandissais, non pas en hauteur, mais en présence, en puissance. Je n'étais pas en train de devenir une bête. Je devenais une force de la nature. Quand la lumière s'est atténuée, un silence de mort est tombé sur la vallée. Là où l'oméga tremblante s'était agenouillée, se tenait maintenant une louve. Mais je n'étais pas la petite créature silencieuse de ma première transformation. J'étais immense, plus grande que n'importe quel loup alpha présent, plus grande, même que la forme de loup de Cédric. Ma fourrure était d'un blanc pur, qui semblait briller d'une lumière intérieure, comme de la neige fraîchement tombée sous la pleine lune. Et mes yeux n'étaient ni jaunes, ni bleus. C'étaient deux bassins d'argent liquide, une réplique parfaite des yeux de mon compagnon. Je n'étais pas une oméga, ni même une alpha. J'étais une louve lunaire, un mythe devenu chair, la fille de la déesse. Le choc a été total. Les mâchoires des alphas, les plus fiers, se sont décrochées.
Leurs guerriers, des tueurs endurcis, ont instinctivement baissé la tête, un geste de soumission qu'ils ne réservaient à personne. Ils ne voyaient pas un ennemi à abattre, mais une divinité à vénérer. Le visage de Damien était un masque de terreur abjecte, ses yeux écarquillés par une horreur qui dépassait l'entendement. Il n'avait pas invoqué un monstre pour le détruire. Il avait invoqué une déesse pour le juger. Le visage magnifique d'Isolde était déformé par l'incrédulité, et la jalousie, son plan grandiose réduit en cendres par une puissance qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Tout ce qu'ils avaient cru savoir sur le pouvoir et la hiérarchie venait de voler en éclats. Seul Cédric ne détournait pas le regard. Ses yeux d'argent me fixaient, et je n'y ai vu aucune peur. J'y ai vu de l'admiration, de la révérence, et un amour si profond et si absolu qu'il en était palpable. Nos regards se sont accrochés, un fil d'argent reliant nos âmes à travers le silence. Stupéfait. Et puis, il a fait l'impensable. Le roi Alpha d'Argent, Cédric Valerius, l'être le plus craint et le plus respecté du continent, l'homme qui ne pliait le genou pour personne, s'est lentement, délibérément, agenouillé. Devant le Conseil des Alphas, devant ses ennemis et ses alliés, devant le monde entier, il a posé un genou à terre. Il a incliné la tête devant moi, sa louve, sa reine. Il s'est soumis. Cet acte a été une déflagration politique plus puissante que n'importe quelle déclaration de guerre. Il a brisé chaque mensonge, anéanti chaque insulte. En s'agenouillant, Cédric n'a pas seulement reconnu notre lien de compagnon. Il m'a reconnu comme son supérieur spirituel, comme une puissance au-delà de la sienne. Il ne me reconnaissait pas seulement comme sa compagne, mais comme sa reine, sa déesse. Dans ce simple geste de soumission, il a réécrit la loi. Il a montré au monde que ma valeur ne dépendait pas de ma naissance ou de ma force physique, mais d'une essence divine qu'ils avaient tous été trop aveugles pour voir. L'oméga silencieuse était morte. La reine était née. J'ai levé la tête et j'ai poussé un hurlement. Mais aucun son n'est sorti de ma gorge. C'était une vague d'énergie pure, une onde de puissance silencieuse qui a déferlé sur la vallée, apaisant l'agitation des loups, guérissant les vieilles rancœurs, et marquant mon autorité sur ce lieu sacré. Puis, avec la même grâce fluide, je suis revenu à ma forme humaine, nu, mais n'ayant plus honte, auréolé d'un pouvoir calme et indéniable. J'ai posé les yeux sur mon frère. La terreur sur son visage avait fait place à une supplication pathétique. Il a ouvert la bouche pour parler, pour supplier, mais aucun son n'est sorti. Le jeu était terminé. Il avait misé sur ma faiblesse et avait perdu face à ma véritable force. Le triomphe était absolu, pur et délicieusement complet. Je me suis lentement avancé, ma forme humaine nue et sans défense. Mais mon aura était une armure d'acier. Mon regard a trouvé celui de Damien, et la terreur qui y dansait était la plus douce des vengeances. Il a commencé à ramper en arrière, balbutiant des excuses incohérentes. Le grand alpha réduit à un lâche pathétique. Cédric s'est relevé, se plaçant à mes côtés, non pas devant moi, mais à mon égal. Sa voix a résonné dans la vallée, froide et tranchante comme la lame d'un bourreau. Damien Lefebvre, tu as invoqué une loi ancienne pour juger ma compagne. Il est donc juste que cette même loi te juge à son tour. Il s'est tourné vers moi, ses yeux argentés me posant une question silencieuse. Je n'ai eu qu'à hocher la tête. Par l'autorité de la Luna d'argent, a poursuivi Cédric, chaque mot scellant le destin de mon frère. Tu es dépouillé de ton titre, de ta meute, de ton nom. Ta connexion à ton loup te sera laissée, afin que tu te souviennes chaque jour de la solitude que tu as tenté de lui imposer. Tu es banni de ces terres. Tu es un renégat. Un hurlement de pure agonie s'est échappé de la gorge de Damian, alors que le lien spirituel avec sa meute était violemment sectionné. Il n'était plus rien. Un fantôme condamné à errer seul jusqu'à la fin de ses jours. Mon regard s'est ensuite tourné vers la duchesse Isolde, dont le visage de porcelaine était craquelé par la haine et l'incrédulité. Avant qu'elle ne puisse formuler une protestation, Cédric a parlé, sa voix ne laissant aucune place à la négociation. Duchesse Isolde, votre soutien à ce mensonge a été noté. Vous présenterez vos excuses à votre nouvelle reine, ici et maintenant. Votre meute et la sienne devront payer un tribut annuel à la meute d'argent pendant 10 ans en signe de pénitence. Refusez, et je considérerai notre alliance rompue. La rage a combattu l'instinct de survie sur son visage. Mais face à une louve lunaire et au roi alpha le plus puissant du continent, le choix était déjà fait. Avec une lenteur calculée qui hurlait son humiliation,
Elle s'est inclinée devant moi. Ses mots forcés, un poison sur ses lèvres. Je vous demande pardon, ma Luna. Quant aux guerriers de la meute Lefebvre, ceux qui m'avaient tourné le dos, leur punition fut de voir leur territoire absorbé par celui de la meute d'argent. Ils ont dû s'agenouiller, un par un, et jurer une allégeance éternelle à la femme qu'ils avaient laissée pour morte. Leur honte était un spectacle bien plus satisfaisant que leur mort. Le retour au château d'argent fut un triomphe silencieux. Les murmures avaient cessé, remplacés par des têtes baissées et des regards pleins d'une crainte respectueuse. Je n'étais plus la curiosité, la bâtarde des neiges. J'étais leur Luna, leur déesse vivante. Ma première action en tant que telle ne fut pas de célébrer, mais de légiférer. Debout dans la grande salle du trône, Cédric à mes côtés, j'ai proclamé la loi d'Elara. À compter de ce jour, sur toutes les terres sous notre protection, le rang d'Oméga ne sera plus une marque de servitude, mais un titre d'honneur. Ils seront nos guérisseurs, nos conseillers, le cœur de nos meutes. Toute personne qui maltraitera ou humiliera un Oméga répondra de son crime directement devant moi. Un silence stupéfait a accueilli ma déclaration, bientôt suivi par une vague d'approbation de la part des plus humbles de la meute. Je ne reconstruisais pas seulement ma vie, je reconstruisais notre monde, le rendant plus juste, pierre par pierre. Cédric a posé sa main sur la mienne, son regard brillant d'une fierté qui valait plus que toutes, les couronnes du monde. Notre pouvoir était désormais absolu, non pas parce que nous étions craints, mais parce que nous étions unifiés. Cédric était la force, l'épée et le bouclier de notre royaume. J'étais la foi, la loi et l'âme. Ensemble, nous étions invincibles. Bastien, son bêta si méfiant, est devenu mon plus fidèle protecteur, son regard ne contenant plus de doute, mais une dévotion sans faille. Il avait vu la vérité de ses propres yeux et avait compris que ma présence n'était pas une faiblesse pour son alpha, mais l'accomplissement de sa grandeur. Le château qui avait été ma prison dorée est devenu mon sanctuaire, le centre de notre nouvel ordre. Les anciennes hiérarchies basées sur la brutalité et la peur commençaient à s'effriter, remplacées par une structure fondée sur la loyauté, le respect et le mérite. Nous n'étions pas seulement des compagnons, nous étions des partenaires, régnant côte à côte, nos forces se complétant en une harmonie parfaite que personne n'oserait plus jamais défier. Un soir, alors que la neige tombait à nouveau, douce et silencieuse cette fois, Cédric et moi nous tenions sur le balcon où notre lien avait été révélé. Il a enroulé ses bras autour de moi, son menton posé sur ma tête, et nous avons regardé les lumières de notre territoire unifié. Le froid ne m'atteignait plus. La chaleur de son corps, la force de son amour et la certitude de ma propre puissance étaient un brasier éternel. Mon frère pensait me jeter au loup. Ai-je murmuré, ma voix n'étant plus qu'un souffle calme. Il ne savait pas qu'il me renvoyait simplement à la maison. Cédric a resserré son étreinte, sa réponse un grondement doux contre mon oreille. Tu n'as jamais été une Oméga, Elara. Tu as toujours été une reine qui attendait son royaume. La douleur de mon passé ne s'était pas effacée, mais elle n'était plus une blessure ouverte. C'était une cicatrice, la preuve que j'avais survécu, que j'avais combattu et que, contre toute attente, j'avais gagné. Notre règne ne faisait que commencer. Des années ont passé depuis le jugement dans la vallée des anciens. Les cicatrices sur mon âme, autrefois des gouffres béants de trahison et de solitude, se sont refermées. Elles ne sont plus des sources de douleur, mais des rappels silencieux du chemin parcouru. Je ne suis plus la fille tremblante abandonnée dans la neige. Je suis Elara Valerius, la Luna d'argent, et chaque lever de soleil sur nos terres est une promesse tenue. La peur a été remplacée par la paix, la honte par la fierté. Cédric, mon roi, mon compagnon, n'a pas seulement guéri mes blessures. Il m'a appris à voir ma propre force, à aimer la louve en moi que le monde avait voulu briser. Son amour n'a pas été un baume, mais une forge. Il a pris les morceaux brisés de mon être et m'a aidé à les refondre en une couronne. Chaque jour, je me réveille dans la chaleur de ses bras, et le premier son que j'entends n'est pas le hurlement du vent, mais le battement régulier et puissant de son cœur, un rythme qui est devenu le mien. Ce soir, alors que la lune jette un éclat d'argent sur la forêt enneigée, nous marchons main dans la main à travers les bois qui furent autrefois ma prison. Ce n'est plus un lieu de terreur, mais notre sanctuaire. Cédric s'arrête et se tourne vers moi, ses yeux d'argent brillant d'un amour si profond qu'il me coupe encore le souffle. Il ne dit rien, mais son regard me raconte toute notre histoire. La tempête, la reconnaissance, la
Bataille. La victoire. Il prend délicatement mon visage entre ses mains calleuses et dépose un baiser sur mon front. Un geste de révérence, de partenariat. Regarde ce que nous avons bâti, ma reine, murmure-t-il, sa voix un grondement doux qui fait vibrer mon âme. Au loin, les lumières de notre village brillent. Un havre de paix et de prospérité, où les omégas sont honorés et où la force se mesure à la compassion, non à la brutalité. Notre amour n'a pas seulement changé nos vies, il a refondé un monde, prouvant que le lien de deux âmes sœurs pouvait être plus puissant que des siècles de traditions cruelles. Notre histoire est maintenant la vôtre, un témoignage que même dans la nuit la plus froide, le destin peut allumer un brasier. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point notre parcours vous a-t-il ému? Croyez-vous que la véritable justice ne consiste pas à punir les méchants, mais à élever ceux qui ont été injustement rabaissés? Si vous croyez au pouvoir des âmes sœurs qui défient le monde pour se trouver, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires. Notre meute s'agrandit chaque jour, et nous serions honorés que vous en fassiez partie. Merci de m'avoir écouté.